Bonjour à tous, bienvenue dans cette septième édition de la communauté télésanté. Donc aujourd'hui, on va traiter de la télésanté dans le cadre de la périnatalité. Et on a co-construit cet événement avec le réseau de périnatalité Occitanie, qui est représenté par Monsieur Coppel aujourd'hui. Donc nous aurons trois intervenants sur l'ensemble du webinaire. Et on va démarrer tout de suite avec l'introduction de Monsieur Coppel. Voilà, parfait. Bonjour à toutes et tous et merci au GRAD et donc en particulier à Pauline Béard pour l'organisation de cette communauté télésanté autour de la périnatalité et merci d'avoir sollicité le réseau Périnatalité Occitanie pour la co-construire. Donc nous, au RPO, en tant que dispositif spécifique régional en périnatalité, on mène des actions en lien, entre autres, avec la coordination des acteurs et l'organisation des parcours de soins. Et donc à ce titre, on est particulièrement intéressé par tout ce qui va tourner autour du numérique en santé. On est actuellement dans un contexte où l'accès aux soins et la continuité du suivi des femmes représentent des enjeux majeurs et les outils numériques ouvrent de nouvelles perspectives pour renforcer à la fois la coordination des acteurs, mais aussi la qualité des prises en soins. Et d'ailleurs, on voit qu'il y a une forte ambition au niveau national sur ce sujet avec le lancement récent des assises de la télémédecine par la CNAM et la DGOS. Et l'Occitanie accueillait d'ailleurs il y a quelques semaines une des 7 déclinaisons régionales de ces assises qui étaient dédiées à la téléconsultation. Alors, quand on regarde les chiffres concernant les actes de télémédecine, que ce soit en France ou en région, on s'aperçoit que cette pratique reste encore assez confidentielle. Donc, l'objectif de ce webinaire, de cette communauté, c'était de mettre en avant des retours de terrain au travers de quelques expériences, alors qui sont bien sûr pas exhaustives de tout ce qui peut exister en termes de télémédecine et périnatalité, mais qui pourront vous permettre de découvrir des dispositifs ou de vous aider à vous lancer dans cette pratique. Et donc pour cela, on est ravi d'accueillir et de donner la parole à plusieurs acteurs de la région. Donc merci beaucoup à vous pour votre disponibilité. Donc on commencera par Cicek Dogan, qui est sage-femme à Toulouse et qui va nous parler de sa pratique des IVG en téléconsultation. On aura Marie Porte ensuite, qui est gynécologue obstétricienne au CHU de Nîmes et qui a mis en place un dispositif de téléexpertise avec le CHU. Et Bastien Jeudi-Brossé, qui est médecin généraliste en charge de la mise en place récente de la téléexpertise pour le réseau Revoc. Voilà, donc n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat ou dans l'onglet questions-réponses pour qu'on puisse en échanger à la fin de chaque intervention. Merci encore et bonne communauté. Tu check, ton micro est désactivé. Ah pardon, merci. Voilà, c'est tout bon. Ok. Merci de m'avoir invité à intervenir sur ce sujet. Donc, je m'appelle Cicek Dogan, je suis sage-femme libérale à Toulouse et je travaille dans un cabinet avec un collègue où on a une activité exclusive d'orthogénie. Et aujourd'hui, je vais aborder la téléconsultation dans le cadre de l'IVG. Je vais m'attarder un petit peu plus du coup sur l'IVG médicamenteuse par téléconsultation. On va voir un petit peu le cadre légal, le déroulement de la procédure, les avantages et puis les freins qui pourraient survenir pour la mise en place de cette procédure justement. On peut passer là. Ouais. Alors, concernant le cadre légal, donc le délai pour l'IVG médicamenteuse de manière générale maximale, c'est 9 semaines d'aménorrhée. La téléconsultation, elle a été, dans le cadre donc pour l'IVG médicamenteuse, elle a été mise en place pendant l'épidémie de Covid-19 et par la suite, elle a été pérennisée. Et donc, ça implique surtout les médecins, sages-femmes conventionnés, surtout en activité libérale et les centres de planification. On peut passer. Alors, au niveau des chiffres,
Donc, ça représente une très petite partie des IVG médicamenteuses qui sont pratiquées en France. Alors, j'ai pas trouvé les chiffres pour 2020, 2021, 2022. J'ai juste trouvé donc 2023 et 2024. Donc, il y en a eu un peu plus de 1000 depuis donc 2023 chaque année. Et c'est vrai que quand on regarde sur le nombre d'IVG médicamenteuses au total, donc c'est autour de 200 000 par an. C'est vrai que c'est vraiment une très petite partie des IVG médicamenteuses qui est réalisée par téléconsultation. On peut passer à la suivante. Alors, par rapport au déroulé de la procédure, donc la première consultation, c'est donc la prise de contact de la personne donc avec nous, avec les professionnels. Alors, généralement, on prend contact en formulant une demande d'IVG médicamenteuse, clairement. Mais c'est vrai que c'est bien aussi de confirmer le choix de la méthode. Moi, j'explique toujours, même si elles ont cette demande initiale, j'explique aussi la méthode instrumentale et pour qu'elles puissent choisir en ayant toutes les informations. Parce que ça arrive qu'elles changent d'avis et qu'elles optent finalement pour la méthode instrumentale. Donc, c'est comme finalement une première consultation classique de demande d'IVG. Il va y avoir une évaluation clinique par un questionnaire pour vérifier que la personne ne présente pas de contre-indication à la prise des médicaments. On va essayer de dater la grossesse. Alors, par rapport à la datation, soit elles ont fait une prise de sang ou pas, ou elles ont déjà une échographie lors de cette première téléconsultation de datation, enfin une écho de datation, mais c'est pas toujours le cas. En tout cas, si elles ont déjà l'échographie, on peut sereinement programmer la deuxième téléconsultation dans la foulée. Et si elles n'ont pas l'échographie, elles n'ont pas fait l'échographie, on va essayer de trouver, on va prescrire l'échographie et après, l'idée c'est qu'elles fassent l'échographie et qu'on programme la téléconsultation suivante par la suite. Donc c'est pas toujours évident en fonction de la zone où se trouve la patiente, parce que il peut y avoir des zones sous-dotées où l'accès justement à l'écho de datation peut être un petit peu compliqué, notamment du fait des problèmes de transport. Parfois, les personnes ne vont pas être forcément véhiculées et elles vont être dans des zones qui vont être très peu desservies par les transports en commun. Donc, lors de cette consultation, on va envoyer le dossier guide. Et alors, en tout cas, en ce qui concerne les sages-femmes, normalement, on ne peut pas voir pour la première fois une personne en téléconsultation qu'on n'a jamais vue dans le cadre du suivi gynécologique et du suivi de grossesse. Mais du coup, il y a une exception pour les demandes d'IVG. On peut tout à fait effectuer cette téléconsultation, même si on n'a jamais vu la personne. Ensuite, idéalement, dans tous les cas, moi, j'ai jamais eu de situation où l'échographie de datation était impossible. On a toujours trouvé une solution en regardant sur Doctolib, en voyant un petit peu en cherchant avec la personne. Mais normalement, quand même, c'est mieux qu'elle ait une échographie de datation. Sauf si c'est une IVG sur grossesse de localisation indéterminée, c'est un autre protocole, sans échographie. Et du coup, pour la deuxième téléconsultation, en amont, on demande à la patiente d'identifier une pharmacie dans laquelle elle pourra récupérer les médicaments et à laquelle on pourra envoyer les ordonnances de manière sécurisée. Alors, du coup, pour la mifepristone et le misoprostol, qui seront récupérés directement par la patiente en pharmacie une fois que les médicaments auraient été commandés. Lors de cette consultation, on va faire comme une consultation IVG classique avec la délivrance de toutes les informations concernant la prise des médicaments. On va établir une fiche de liaison
on va donc faire en sorte, voilà, donner toutes les informations de manière à ce qu'il y ait un consentement éclairé. Et du coup, est-ce qu'on peut passer à la diapo d'avant? Pardon. Je crois qu'elle est... Ouais, merci. Et du coup, c'est du coup le consentement, le formulaire de consentement, c'est bien que voilà, la patiente, c'est essentiel que la patiente l'ait signé du coup avant qu'on envoie l'ordonnance, les ordonnances de manière sécurisée à la pharmacie de son choix. Et ce que je fais aussi, c'est que j'identifie avec la personne la maternité la plus proche où la personne peut se rendre en cas d'urgence. Et après, on est aussi censé proposer une téléconsultation dédiée au moment de la prise des médicaments lors de cette consultation. Et puis ensuite, comme pour toutes les IVG médicamenteuses, il y a une consultation de suivi post-IVG qui est faite à J14 ou J21. Donc soit par téléconsultation, soit en présentiel. Mais généralement, ça se fait plutôt par téléconsultation, lors de laquelle on va vérifier le résultat de la prise de sang de contrôle ou de l'échographie, si elle a fait une échographie de contrôle. On peut passer à la diapo suivante. Merci. Alors, par rapport donc, à l'intérêt de la téléconsultation pour l'IVG médicamenteuse, c'est vrai que ça peut permettre du coup de réduire les inégalités en permettant aux personnes qui se trouvent dans des zones rurales d'accéder du coup plus facilement à la méthode médicamenteuse quand il y a peu de professionnels qui sont conventionnés dans les environs. Et voilà. On peut passer à la suivante aussi. Alors, pour les patientes, alors les avantages, c'est que ça occasionne moins de déplacements. Donc, ça peut être vraiment confortable. Après, ça peut aussi permettre d'être dans une démarche plus autonome et surtout plus intime, dans le sens où des fois, il y a des personnes qui vont donc effectuer, avoir recours à l'IVG dans le secret. Et quand il y a des situations de violence conjugale avec un contrôle du partenaire, des déplacements, c'est vrai que ça peut être vraiment intéressant en termes de discrétion d'avoir recours à l'IVG par téléconsultation. Alors, en ce qui concerne les freins que j'ai pu identifier dans ma pratique par rapport à l'IVG, à l'accès à l'IVG par téléconsultation, bon, déjà, il faut un outil de téléconsultation sécurisé, donc le professionnel doit en disposer de cet outil-là. Ça nécessite quand même une maîtrise des outils informatiques par les patientes, ce qui n'est pas toujours le cas. Alors, en pratique, l'envoi sécurisé à la pharmacie, ça peut aussi être un problème, parce qu'elles n'ont pas toutes une adresse mail sécurisée. Enfin, c'est assez rare en fait qu'elles aient une adresse mail sécurisée. Donc, ce que je fais, c'est que j'appelle la pharmacie choisie par la patiente en amont. Donc, je lui demande comment je pourrais lui envoyer l'ordonnance par voie sécurisée. Alors, généralement, elles ont Doctolib. Du coup, on arrive à envoyer ça de manière sécurisée via Doctolib. Mais en tout cas, ça peut être une contrainte. Et quand la pharmacie n'avait pas Doctolib, j'ai eu des situations comme ça où en fait, j'ai envoyé l'ordonnance sur le mail non sécurisé en demandant bien à la pharmacie de supprimer le mail après l'avoir traité, et je fais de même de mon côté. Alors, j'ai rencontré aussi des situations où certaines pharmacies demandaient aux patientes d'avancer les frais pour les médicaments, ce qui ne devrait pas être fait normalement.
Alors, je pense que c'est par méconnaissance du dispositif, hein, parce que il y a très peu de pharmacies qui sont familières avec la téléconsultation, comme ça concerne vraiment une minorité de demandes. Du coup, ce que je fais aussi, c'est que dans le mail de demande de commande de médicaments, lorsque je leur adresse l'ordonnance, je détaille en fait la procédure et je détaille aussi la cotation qui leur permet d'être remboursés, enfin qui leur permet de coter avec la carte vitale de la patiente la délivrance des médicaments. Du coup, comme ça, enfin, en faisant comme ça fonctionne plutôt bien. Et après, par rapport à une consultation qui serait faite en présentiel, les médicaments ne peuvent pas être pris tout de suite si la patiente le souhaite, parce qu'ils sont pas en stock en pharmacie, il faut les commander, ça prend généralement une demi-journée. Et du coup, ça nécessite une prise différée des médicaments. Et donc, j'en ai parlé tout à l'heure, mais c'est vrai que l'échographie de datation, ça peut être un problème dans certaines zones. C'est vrai que l'accès à cette échographie, ça peut occasionner un délai supplémentaire pour pouvoir délivrer les médicaments. Et il y a un autre problème aussi que j'identifie, c'est la nécessité du conventionnement. Alors, on est censé, chaque professionnel est conventionné avec un établissement de santé et on est censé donc accueillir seulement les personnes, délivrer les médicaments seulement aux personnes qui résident à une distance de moins d'1 heure de l'établissement de conventionnement. Sauf que dans le cadre de l'IVG par téléconsultation, en pratique, c'est des personnes qui vont prendre contact et qui sont pas forcément dans la région ou qui sont dans des zones qui sont vraiment avec très peu de professionnels conventionnés. Et du coup, je trouve que ça peut être un frein à l'accès du coup à cette procédure. Et l'autre problème que j'identifie aussi, c'est en termes de confidentialité, on ne peut pas être sûr que la personne est seule lors des consultations. Et on peut se demander si elle consent vraiment à l'acte. Et si on est dans une démarche de dépistage systématique des violences, c'est vrai que ça peut aussi être limité dans ces cas-là, parce que on peut pas vraiment savoir si la patiente est seule et voilà. Donc ça peut être aussi un frein, je trouve, à cette méthode. On peut passer à la suivante. Donc, en conclusion, il y a quand même des avantages notables pour l'IVG médicamenteuse par téléconsultation, notamment en termes d'autonomie pour la patiente, d'accès facilité dans certaines zones. Peut-être que ça serait intéressant de délivrer, de faire un travail de prévention, information auprès des pharmacies pour les informer des cotations et de cette procédure que très peu connaissent finalement. Et peut-être voir pour, au moins dans le cadre de l'IVG par téléconsultation, supprimer peut-être le conventionnement, ça pourrait être intéressant pour améliorer l'accès à cette procédure. Voilà, merci de votre attention. Si vous avez des questions. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions à poser à Tchitchek? Peut-être en attendant que les gens écrivent dans le chat ou dans l'onglet questions-réponses. Moi, j'en aurais peut-être une, mais tu y as en partie répondu. Tu l'as dit, dans le rapport de l'adresse, on a le chiffre des IVG réalisés en téléconsultation. Ça représente moins de 1% des IVG totales réalisées en France.
Tu as donné des pistes de réflexion, la lourdeur administrative, les contraintes réglementaires. Est-ce que il y aurait aussi un travail à faire sur l'information aux femmes qui ne sont peut-être pas toutes informées de cette possibilité-là, de cette ouverture à la téléconsultation? Oui, tout à fait. C'est vrai que je pense que c'est vrai que je ne l'ai pas évoqué, mais je pense que ça serait un point aussi d'amélioration, clairement, de faire des campagnes peut-être d'information là-dessus. En effet, et peut-être euh, je sais pas dans quelle mesure c'est visible dans dans le dossier guide, je pense que ça y est. C'est mentionné, oui, effectivement, mais une fois qu'elle se voit remettre le dossier guide, finalement, la première étape de la démarche est entamée et c'est peut-être trop tard pour basculer sur la téléconsulte. En effet, oui. Mm. Ok, ben merci beaucoup en tout cas. Bastien, vous avez une question pour Tchitchek? Oui, tout à fait. C'était pour savoir si vous aviez une estimation du nombre de téléconsultations qui vous sont sollicitées par des patientes qui n'ont pas pu trouver de consultation physique, pour voir si finalement la téléconsultation, ça va être majoritairement des patientes qui s'y adressent en premier lieu, ou si c'est finalement un deuxième recours après n'avoir pas pu trouver une consultation plus proche de chez elles ou avec un praticien qu'elles connaissent, pour mesurer peut-être un peu plus la place de la téléconsultation finalement dans leur parcours de recherche d'IVG. Alors, c'est essentiellement vraiment des personnes qui n'auront pas trouvé de professionnels proches de chez elles ou qui n'ont pas la possibilité de se déplacer. Ok. C'est essentiellement ces deux situations-là, parce que ça arrive qu'elles formulent une demande d'IVG par téléconsultation et quand elles peuvent se déplacer au cabinet, elles préfèrent venir plutôt au cabinet pour que je puisse leur faire l'échographie, délivrer les médicaments dans la foulée. Ça leur évite de multiplier les rendez-vous. Mais ça ne représente pas du tout la majorité, clairement, des demandes. Ok. Merci. Merci beaucoup. Je vois pas spécialement d'autres questions. Je vous propose donc de passer à l'intervention suivante, donc le docteur Marie Porte. À toi, Marie. Bonjour. Du coup, c'est toi qui fais défiler le PowerPoint, Benjamin? Non, c'est Pauline, mais Ah, pardon. voilà, c'est Donc, bon. du coup, moi, parfait. Je suis PH de gynéco-obstétrique au CHU de Nîmes et on m'a demandé de vous faire un retour sur notre expérience avec la téléexpertise au CHU qu'on a dans le service depuis quelques mois. Donc, pour vous resituer, donc, le service, c'est une maternité de type 3, c'est-à-dire qu'il prend en charge les prématurés les plus petits à partir de 24 semaines d'aménorrhée. Il est sur le territoire gardois avec d'autres maternités de niveau inférieur autour. Et c'est un des 3 centres de diagnostic anténatal de la région. L'année dernière, il y a eu 2700 accouchements chez nous. Et donc, le service, il a une activité d'obstétrique, de diagnostic anténatal, tout ce qui est chirurgie gynécologique, que ce soit fonctionnelle ou oncologique, et un centre d'AMP. Du coup, l'ensemble des praticiens, on est sollicité en permanence pour des avis qui arrivent des fois de l'extérieur et des fois au sein même de l'hôpital, soit par un autre service, soit par les collègues sages-femmes, par exemple. Et ça arrivait de toutes parts, quoi, que ce soit par mail, par SMS, par appel, par WhatsApp. Vraiment, on peut passer une journée à répondre à des avis qui arrivent par tous les côtés. Et parfois, ça ne va pas concerner que l'obstétricien, ça va aussi demander un avis à un chirurgien. Enfin, voilà, ça demande que la personne qui est sollicitée, elle sollicite d'autres personnes pour faire une réponse complète. Donc ça prend beaucoup de temps et jusque-là, en fait, personne ne s'en rendait compte parce qu'on dit ça chacun dans notre coin, sur notre temps hospitalier ou même des fois en dehors. Et c'était voilà, non mesuré, non considéré, non rémunéré et surtout non sécurisé parce que toutes ces techniques WhatsApp, envoyer les photos par texto, etc., c'est pas forcément très recommandé.
Du coup, il y a un problème ça entraîne un problème de confidentialité, de traçabilité aussi, parce que si une sage-femme libérale nous demande un avis sur une patiente, on lui répond par texto ou par appel, que la dame, elle est pas connue du CHU et qu'elle vient aux urgences un week-end ou dans la nuit, les collègues de garde, ils peuvent pas savoir quel avis a été donné, quoi. Si la dame, elle n'est pas capable de le dire elle-même, voilà, on pouvait pas retrouver l'information qui était dans nos mails, dans nos textos, etc. Donc pour les équipes de garde, c'était pas forcément pratique non plus. Et ça demandait aussi un temps de secrétariat aux professionnels sollicités, parce qu'une fois qu'on a donné l'avis, s'il faut qu'elle soit vue par un médecin au CHU, il faut aller voir les secrétaires, organiser le rendez-vous, le transmettre à la patiente. Donc voilà, ça nous prenait quand même pas mal de temps. Donc depuis plusieurs mois, on réfléchissait à qu'est-ce qu'on pouvait faire pour améliorer tout ça. Et du coup, on a essayé de faire des staffs. Alors les staffs, par exemple avec Alès qui a fonctionné pendant un certain temps, où la maternité d'Alès se connectait en même temps que nous et nous poser leurs questions, nous présenter leurs dossiers difficiles on a essayé de leur faire, nous envoyer une fiche la veille pour qu'on ait le temps de regarder. Enfin voilà, on a essayé des choses. Ça demandait quand même pas mal de logistique parce qu'il faut créer des liens Zoom, il faut que tout le monde soit disponible au même moment, à la même heure, chacun a son organisation. Et restait aussi la question de où on note l'avis qu'on a donné finalement, hein, parce qu'une fois que c'est sur un texto ou sur un mail, si la dame revient aux urgences sur une garde où c'est pas la personne qui a donné l'avis qui est présente, personne ne sait quelle est la conduite à tenir, quoi. Donc les staffs et les vidéos, c'était pas forcément l'idéal. Après, au sein du CHU, nous, à un moment, on avait dit les sages-femmes de consultation, par exemple, quand vous avez des questions, on se retrouve tous les mardis à telle heure et pendant une demi-heure, vous posez vos questions. Ça a évité aussi qu'on soit interrompu pendant notre journée de consultation ou d'échographie et qui n'était pas forcément le plus pratique. Donc, on a essayé plusieurs choses comme ça, mais c'est toujours compliqué de coordonner la disponibilité de tout le monde. Et après, qui va donner l'avis à la patiente, qui fait le retour à la patiente, qui fait le retour au secrétaire, etc. Et on parlait aussi de téléexpertise, d'autant plus qu'il y avait eu une période test au CHU qui concernait que certains services. Donc, nous, on avait bien envie d'essayer aussi. Vous pouvez changer la diapo. Donc voilà, il y a une phase pilote qui a commencé en 2024 qui concernait que certains services et en début 2025, comme cette phase pilote avait bien fonctionné, ils ont proposé à d'autres services intéressés d'avoir accès à cette plateforme. Donc le CHU, ils avaient choisi Omnidoc. Nous, clairement, on a pris ce qu'on nous a proposé, hein, c'est pas du tout de la pub. Et donc, on a eu accès à Omnidoc à partir de fin mars 2025 pour le service de gynéco-obstétrique et d'AMP. Donc rapidement, comment ça fonctionne, ils sont ils nous ont fait rapidement 2-3 appels pour nous expliquer comment ça fonctionnait, comment on voulait s'organiser. Il faut créer un compte, les professionnels doivent se créer un compte. Après, on s'organise un peu comme on veut en termes de services. Nous, on a créé une ligne pour l'obstétrique et le DPN, une ligne pour la chirurgie, une ligne pour l'AMP. Et dans chaque ligne, c'est les médecins référents qui reçoivent les mails et qui peuvent, la notification comme quoi il y a une demande sur Omnidoc et qui peuvent répondre. C'est franchement très rapide et très intuitif pour l'utiliser. De la même façon, pour les requérants, ceux qui vont donner l'avis, ils sont fait un compte une fois et après, c'est très facile d'utilisation selon eux. Nous, on reçoit un mail quand il y a un avis qui a été déposé sur la plateforme et on se connecte et on peut répondre facilement. Et une fois qu'on a clôturé l'avis, en fait, automatiquement, il y a un document PDF qui se crée et qui est envoyé dans le logiciel patient de l'hôpital, même si le patient n'est pas connu du CHU. Même une patiente qui n'est jamais venue au CHU, qui n'a jamais eu sa carte vitale ni sa carte mutuelle, il y aura quand même un épisode créé dans le logiciel. Et donc, par ce fait, si la dame, elle consulte à 3h du matin sur une garde, l'équipe de garde, elle aura accès à la question posée et à la réponse. Ce qu'on n'avait pas avec les textos, les WhatsApp et les mails. Donc ça, c'est quand même très pratique. Ça se fait automatiquement. Nous, ça ne nous demande aucune manipulation. Et voilà, après, l'organisation, elle est propre à chaque service. Est-ce qu'on veut recevoir les mails de notification? Combien de médecins les reçoivent? Est-ce qu'on en met un par secteur? Enfin voilà, ça vraiment, c'est malléable. On peut revenir sur ce qu'on a dit, changer. Nous, il y a une petite période de tâtonnement, mais globalement, ça s'est rapidement mis en place. Je crois que tous les différents secteurs sont contents et surtout, on peut intégrer les secrétariats en fait
aux avis. Quand, par exemple, on demande un avis sur les modalités de suivi, on dit il faut un suivi par un médecin et les échographies par les sages-femmes. On met les secrétaires en copie et on gagne du temps à ne pas avoir à leur envoyer un mail en disant s'il vous plaît, organisez ça, ça, ça pour cette patiente. Elles ont directement accès à l'avis comme nous et elles le font d'elles-mêmes. Et en général, elles répondent dans l'avis aussi en disant cette patiente aura rendez-vous tel jour avec tel médecin et c'est le requérant qui transmet à la patiente. Donc voilà, ça fait gagner pas mal de temps à ce niveau-là. Du coup, je vous ai mis les statistiques là sur le service et le CHU en général depuis l'utilisation. Donc depuis l'utilisation, il y a eu 5 856 demandes sur tout le CHU. Donc la première spécialité qui est concernée, c'est les cardiologues. Et ensuite, il y a l'obstétrique et le DPN avant les endocrinos et le diabète. Voilà, donc ça fonctionne quand même assez bien. On voit que la courbe, elle augmente rapidement dès que les gens ont pris le pli et ont compris. Les endocrinos, ils sont énormément sollicités par des généralistes, des sages-femmes. Je sais que les sages-femmes libérales de Nîmes, elles vont directement sur le site du CHU pour demander des avis concernant les diabètes gestationnels sur le site. On peut passer du coup et on va faire un peu plus en détail sur la gynéco. Ah, il y a un petit souci sur la diapo. Non, c'est pas grave, je vais vous lire les chiffres. Du coup, ça, c'était le volume de demandes pour les différents services. Donc nous, non, c'est pas celle-là, mais c'est pas grave, celle d'avant. Donc nous, on a 2 lignes, la ligne obstétrique diagnostic anténatal et la ligne gynécologie, la chirurgie, la maison des femmes. Pour exemple, donc on va dire avril 2025, on a eu 51 demandes sur Omnidoc et là, en octobre, on était à 76. Donc en gros, on a entre 50 et 80 demandes par mois qui passent par Omnidoc. Et pour la chirurgie, c'est un petit peu moins. Eux, c'est plutôt autour de 20-25 par mois. La MP, c'est un peu moins que ça, donc ça n'apparaît pas sur le tableau. Après, si on regarde on peut passer la diapo. Chaque spécialité dans le secteur gynécologie, maison des femmes, il y a eu depuis le début 150 demandes de 48 requérants distincts. Donc c'est quand même assez diffusé. On a diffusé l'info assez facilement, comme quoi maintenant il fallait passer par là et non par les mails. Et du coup, les gens ils y adhèrent très facilement. Et le délai de réponse moyen, là, pour ce secteur, les stats de Omnidoc, ça me dit 99 heures, mais le délai de réponse médian, c'est 48 heures. Donc ça permet aux professionnels, essentiellement les libéraux, d'avoir une réponse du centre spécialisé dans les 48 heures, ce qui est quand même pratique. Et ils font le détail, donc voilà, qui sont les requérants. On a essentiellement des sages-femmes, mais également quelques généralistes aussi. Voilà, donc tout le monde joue le jeu et passe par là et ça permet aux différents professionnels d'avoir accès à un spécialiste facilement et rapidement. Et la diapo d'après, c'est la répartition sur les mois. Bon, c'est pareil, peu importe, c'est pas la peine. C'est ce que vous ne voyiez pas tout à l'heure en chiffres. On voit que c'est à peu près stable entre 20 et 30 par mois. Et pour l'obstétrique et le diagnostic anténatal, on voit qu'on a un petit peu plus. Après, c'était vraiment ce côté-là du service qui était moteur pour développer ça, parce que vraiment, on passait un temps fou à donner des avis. Et donc, nous, on est plutôt entre 50 et 80 par mois. En termes de qui nous pose les questions, on voit que essentiellement la répartition des requérants sont situés dans le Gard, mais on répond également à pas mal de professionnels dans les départements alentours. Donc ça permet à des professionnels qui sont peut-être un peu plus isolés et qui ont plus de difficultés à avoir accès à des spécialistes à pouvoir poser leurs questions facilement, parce que nous, clairement, on y va tous les jours. Maintenant, sur Omnidoc, c'est comme notre boîte mail, on l'ouvre en même temps que la boîte mail. Et ça leur permet d'avoir un accès à un spécialiste facilement, rapidement. Et ça évite aussi des déplacements peut-être inutiles aux patientes, parce que si on l'avait vu en consultation, elle aurait fait 2 heures de route pour qu'on lui dise que finalement, il n'y avait pas forcément besoin. Bon, le détail des villes et des villages, je ne vais peut-être pas vous le faire, c'est peut-être pas très intéressant.
Donc, les exemples de demandes les plus fréquentes. Donc, souvent, côté obstétrique, on va avoir voilà, cette patiente a tel antécédent, elle prend tel traitement. Quel suivi préconisez-vous? Donc, ça permet sans voir la dame, de dire effectivement, cette dame, elle relève d'un suivi par un obstétricien, donc on met les secrétaires en copie et elle va avoir ses rendez-vous organisés, ou de dire vous pouvez faire les échographies, nous on la verra au 6e mois pour ouvrir son dossier, puisqu'il faut qu'elle accouche en CHU, effectivement. Voilà, il y a pas mal de questions sur les modalités de suivi. Après, il y a des questions plus ponctuelles sur qu'est-ce qu'on fait, je sais pas moi, sur cette dame, elle a eu plein d'infections urinaires, elle a déjà eu tel traitement, tel traitement, tel traitement. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Voilà, sur une question plus précise. Et après, nous, on a aussi toutes les questions du diagnostic anténatal sur les images échographiques. Du coup, avec OmniDoc, c'est facile d'envoyer les documents. Déjà, les requérants, ils ont un formulaire à remplir pour pouvoir faire leur demande, dans laquelle nous, on a mis quels éléments on avait besoin pour pouvoir répondre. Donc, ça fait gagner quand même aussi beaucoup de temps et beaucoup d'échanges de mails où de nombreuses fois, il nous manquait la date de début de grossesse, le terme, les marqueurs de la trisomie. Là, en fait, les gens, ils sont obligés de tout remplir pour pouvoir nous poser la question, et donc tout le monde gagne du temps. Et pour envoyer les pièces jointes, c'est assez facile aussi. Les requérants, ils se plaignent pas de ça du tout. Ça se fait très facilement. Du coup, on peut passer la diapo. Donc, pour la personne qui est sollicitée pour répondre à un avis, les avantages, c'est déjà, on peut montrer ce qu'on a fait en montrant les chiffres et les statistiques, alors qu'avant, c'était vraiment inconnu pour tout le monde, et c'était un travail de l'ombre assez ingrat, parce que je vous dis, on peut passer une journée derrière son ordinateur à répondre aux avis. C'est quelque chose qui est rémunéré. Alors, c'est pas rémunéré personnellement à la personne qui répond à l'avis, mais c'est des abonnements. Et j'ai d'ailleurs oublié les chiffres parce que ça ne nous concerne pas vraiment, c'est l'administration qui gère ça. Par contre, je sais que pour le requérant aussi, quand il pose une question, la sage-femme libérale qui pose une question, elle a une rémunération. Donc ça peut être intéressant aussi pour ceux qui le sollicitent dans ce sens-là. Surtout, la sécurisation et la confidentialité, c'est assez indispensable. Donc là, c'est totalement sécurisé. Et en plus, en termes de traçabilité, le fait que le PDF se génère automatiquement dans le logiciel patient du CHU, même pour les patients inconnus du CHU, c'est quand même très pratique. Et après, il y a tout ce qui est le gain de temps avec les secrétaires, puisque je vous dis, elles sont intégrées dans l'avis, elles sont sollicitées, elles voient les réponses et du coup, elles organisent en fonction. Comme nous, quand on fait notre compte, on note notre RPPS, voilà, nos identifiants. Si on a besoin de joindre une ordonnance, c'est pareil, on a juste à cliquer sur joindre une ordonnance, on marque le médicament, la posologie, et c'est tout. Tout est généré tout seul. Les sages-femmes, par exemple, qui n'ont pas le droit de prescrire tous les traitements qui peuvent être utiles en cours de grossesse, ça permet de ne pas avoir la patiente, en fait. Une dame qui a besoin de cardégique, on dit oui, en effet, il y a une indication de cardégique, on joint l'ordonnance, et ça fait gagner un déplacement et du temps à tout le monde. Ça permet de connaître aussi des professionnels alentours et même des fois plus loin, de se créer un réseau qui est toujours intéressant et pratique, parce que il y a des patientes qui habitent loin, qui finalement, si la grossesse ça se passe bien, elle va pouvoir accoucher dans sa maternité de proximité, et c'est toujours intéressant et pratique et sécurisant pour la patiente de savoir qu'on est en contact avec son gynécologue de sa maternité de type 1, et que du coup lui s'il a un souci, c'est qu'il peut nous appeler aussi. Donc c'est quand même hyper enrichissant pour tout le monde, et ça permet aussi de recruter des patientes qui viennent d'encore plus loin. Bon, nous on n'a pas ce problème de manquer de patientes, mais pour certaines spécialités, peut-être que ça peut être intéressant aussi. Donc pour le requérant, lui, les avantages, c'est la facilité d'accès à des professionnels spécialistes de façon simple, rapide, et qui dans des délais qui n'ont rien à voir avec un délai de consultation. La rapidité de réponse, elle est non négligeable aussi, parce que là, sur les stades, je vous ai montré 48 heures, mais sincèrement, en obstétrique, je pense qu'on répond tous dans la journée. Lui, il est rémunéré quand il demande un avis également, comme je vous l'ai dit, et voilà, on peut lui transmettre les ordonnances, ça lui facilite les choses aussi. Il n'a pas à renvoyer 4 mails pour que quelqu'un ait bien faire une ordonnance, la scanner, lui envoyer, et ça évite à ses patientes de se déplacer. Voilà, si vous avez des questions.
Merci beaucoup Marie pour cette présentation très claire. On voit bien tous les avantages à utiliser, que ce soit pour les requérants, pour les requis, pour les patientes. Donc c'est impressionnant. Alors, si quelqu'un a des questions, n'hésitez pas à les poser dans l'onglet questions-réponses. En attendant, moi j'en aurais peut-être une. Est-ce que vous avez mis en place une stratégie de communication pour informer que le CHU mettait en place ce dispositif-là? Parce qu'on voit, alors sur les diapos un peu masqués, on avait j'ai eu accès avant, je vois que chaque mois, il y a de plus en plus de professionnels qui ont utilisé le service. Est-ce que ça s'est fait petit à petit par le bouche à oreille ou est-ce que vous avez une stratégie de com type réunion ville-hôpital où vous informez tous les professionnels que ça existe? Alors, le CHU en lui-même, je ne crois pas qu'il ait fait de communication particulière. Par contre, c'est plus par service. Effectivement, nous, quand on l'a lancé, déjà, en fait, nous, au sein du service, c'est effectivement moi qui ai été un peu moteur de ça. Donc, j'ai transmis à mes collègues, j'ai expliqué à mes collègues comment ça fonctionnait, etc., en leur demandant de passer le message autour d'eux une fois qu'ils étaient sollicités. Au niveau des secrétaires, dès qu'on recevait un mail d'avis, on répondait au mail en disant maintenant, merci. On avait fait une phrase qui s'affichait à la fin de chaque mail. Merci de passer par OmniDoc en mettant le lien. Ça passait comme ça. Pareil, voilà, dès qu'on recevait un texto en WhatsApp, on donnait la réponse, mais on disait maintenant, passez par OmniDoc s'il vous plaît. Et effectivement, nous, 2 fois dans l'année, depuis 2 ans, je pense, on organise des réunions qu'on appelle ville-hôpital entre le service et on invite toutes les sages-femmes libérales du département, les sages-femmes des autres maternités à l'ES, les cliniques également. Et donc, à ce moment-là aussi, on a communiqué en leur disant que maintenant on avait comment ça marchait. Et ça fonctionne très, très bien. Hein. C'est pas du tout. C'est très intuitif, c'est très rapide de s'inscrire. Ça demande pas du tout des démarches à rallonge. Donc, voilà. Et les gens, ils ont vite pris le pli hein, maintenant. Il n'y a pas trop de soucis. Il n'y a que pour les sages-femmes intra-service, en fait, où forcément, on leur répond directement. On ne va pas leur dire de passer par un MIDOC, quoi. Ok. Parfait. Ben, écoute, merci beaucoup. Je vois pas d'autres questions parmi les intervenants. Est-ce que Bastien, une question? Pauline? Pas plus? Bon, mais s'il n'y a pas Je vais plus de devoir me questions. déplacer, Benjamin, Ouais. si tu as C'est tout mais bon. c'est vraiment bien. Merci beaucoup, Marie, pour cette présentation. Merci. Avec À plaisir. bientôt. Au revoir. Et du coup, on va maintenant laisser la parole au docteur Jeudi Brosset pour nous parler de la téléexpertise par le réseau Révoc. À vous, Bastien. Merci beaucoup. Oui, merci pour l'invitation et l'organisation de ce temps d'échange aujourd'hui. Bon, alors ça sera une présentation essentiellement à l'oral. Hein. Je n'ai pas préparé de diaporama de support pour une question de temps et d'organisation, revenant juste de congé. Donc moi, je suis le docteur Bastien Jeudi Brosset, je suis médecin généraliste libéral. J'exerce en maison de santé pluriprofessionnelle à Rieux-Volvestre, en Haute-Garonne. Et je suis membre du conseil d'administration du réseau Révoc, donc le réseau IVG Occitanie, depuis bientôt 2 ans désormais. C'est un réseau qui a été créé il y a bientôt 20 ans, en 2006, par un groupe de médecins autour des premiers médecins, notamment généralistes, qui se sont formés pour pratiquer les IVG médicamenteuses en ville, suite à la loi de 2004, qui a permis de réaliser des IVG médicamenteuses à domicile avec le concours des médecins de ville. Dès le début, ce réseau, il a voulu accompagner les professionnels pour cette formation à l'exercice de l'IVG médicamenteuse en ville, mais aussi de partager leur expérience afin d'améliorer l'accès et la prise en charge des femmes désirant recourir à l'IVG. Donc, cette activité de formation des professionnels, elle est maintenant reconnue et bien en place pour le réseau. L'échange de pratiques et l'accompagnement des professionnels après leur formation, lorsqu'ils sont en exercice, elle se faisait aussi depuis plusieurs années, mais de façon j'allais dire informel, en tout cas par le biais du mail notamment, ou par contact plus direct comme Marie Porte a pu le détailler au niveau du CHU, par les professionnels libéraux.
Ce qui, lorsqu'on en a discuté il y a quelques années, finalement commençait à poser le problème de l'organisation. C'est-à-dire que ce mail unique qui est disponible sur le site du Révoc pour contacter les professionnels du réseau, il est accessible par plusieurs membres du conseil d'administration, mais sans qu'il y ait forcément une visibilité bien instantanée sur qui répond enfin, qui est disponible, je veux dire, pour répondre à quel mail, puisqu'une fois que la réponse est envoyée, on le voit, et un problème de traçabilité, de sécurisation des réponses, puisque étant un mail non sécurisé, lorsqu'il y avait des données d'identité, même partielles, de patientes qui étaient envoyées par les professionnels de ville, ça posait quand même le problème de la confidentialité. Donc, il a été discuté au sein du conseil d'administration de mettre en place une solution de téléexpertise. Le réseau Révoc, il réunit donc des professionnels libéraux, des médecins, essentiellement des médecins généralistes, un petit peu de gynécologues et des sages-femmes libérales qui, bien sûr, elles aussi, maintenant, pratiquent les IVG médicamenteuses à domicile. Beaucoup de professionnels libéraux du conseil d'administration ou des membres du réseau utilisaient déjà des solutions de téléexpertise, donc ça nous paraissait logique de mettre en place une solution de ce type-là. Pour cela, on a pris contact avec le GRAD, e-Santé Occitanie, pour avoir leur conseil et leur accompagnement sur la solution qui pouvait paraître adéquate pour nous. Donc, il y a eu un travail de réflexion et de co-construction avec eux, ainsi qu'avec l'ARS, et une sollicitation de financement également, qui a été accordée après discussion par l'ARS pour le fonctionnement de la solution qui a été retenue auprès d'Omnidoc, qui est donc la même qui est utilisée par le CHU de Nîmes qu'on vient de voir. Le financement de l'ARS permet de financer en fait les abonnements des professionnels experts du Révoc, ainsi que la mise en réseau pour qu'il y ait une visibilité unique sous la bannière du réseau Révoc et non pas individuelle de chaque professionnel libéral qui participe à ça. Donc le réseau a pu être déployé assez récemment, comme l'a dit Benjamin en début de présentation, puisqu'il est en place depuis le 1er juin de cette année, 2025, donc ça fait 5 mois maintenant. En plus, il a été débuté juste avant la période des congés, la période estivale, donc c'est vrai qu'on a vu qu'au niveau de l'activité, ça a démarré, mais on attend là encore une montée en charge sur la fin de l'année. La mise en place a été passer les étapes, on va dire, plus administratives, très simples et efficaces avec le réseau Omnidoc et avec le soutien du GRAD. Le fonctionnement aujourd'hui. Sur la plateforme Omnidoc se trouve donc le réseau Révoc, comme d'autres réseaux, que ce soit de soins libéraux ou hospitaliers, qui permet d'envoyer sa demande pour n'importe quel professionnel libéral qui pratique déjà des IVG médicamenteuses en ville. Nous, notre offre de téléexpertise, elle ne s'adresse que aux professionnels qui pratiquent des IVG à domicile et qui ont une question, notamment par rapport à une patiente qui les accompagne à un moment ou à un autre, quel qu'il soit de leur parcours. Ce n'est pas une demande d'adressage pour réaliser une IVG auprès d'un professionnel. Pour ça, notre page de présentation Omnidoc rappelle bien que le site internet du Révoc référence via un annuaire interactif tous les professionnels qui sont conventionnés pour réaliser des IVG médicamenteuses. Donc la téléexpertise n'est pas utilisée pour ça. Et par contre, les professionnels, sages-femmes ou médecins, qui pratiquent des IVG médicamenteuses peuvent solliciter un des experts du réseau pour toute question sur le parcours de soins d'une patiente qui réalise une IVG. Les experts sont au nombre de 5 actuellement, médecins généralistes et sages-femmes. Nous avons choisi de fonctionner selon un planning de présence hebdomadaire. En pratique, chaque expert a un jour de présence, donc un expert le lundi, le mardi, etc., qui va lui permettre d'être notifié de la demande qui arrive ce jour-là et que la demande ne soit jamais sans réponse ou non visible par l'équipe des experts. Ce qui n'empêche pas que toute l'équipe des experts a la visibilité sur toutes les téléexpertises demandées s'ils le veulent et en se connectant, et ce qui permet aussi d'avoir un échange éventuel
Alors, nous avons eu 2 cas de figure. Soit un expert se sent compétent pour répondre à la téléexpertise qui lui est adressée son jour de présence, mais laisse ouvert la possibilité d'un complément de réponse à des collègues qui vont donc pouvoir dialoguer et enrichir la réponse au professionnel qui a requis. Soit, mais c'est très rare, ça n'est arrivé qu'une fois, qu'un professionnel puisse se sentir peut-être incertain de sa réponse. Et nous avons du coup un groupe WhatsApp en parallèle des experts qui peuvent s'échanger en disant aujourd'hui j'ai été sollicité pour une telle expertise. Avant d'adresser ma réponse à la personne requérante, est-ce que vous pouvez me confirmer que je suis dans le vrai ou est-ce que vous pouvez être attentif voilà. Mais c'est vrai que cette possibilité pour à la fois avoir un expert qui est sollicité directement par notification chaque jour permet de sécuriser le fait qu'il n'y aura jamais d'absence de réponse. Et d'autre part, qu'il y ait quand même un accès de tout le collège des experts à toutes les téléexpertises permet là aussi d'enrichir les réponses. Et on le voit au niveau des experts, il n'y a jamais eu de mise en difficulté et encore moins de mise en échec des questions qui leur étaient adressées. Sur les motifs et on va dire le moment du parcours d'IVG auquel les demandes sont faites par les requérants, c'est très variable. Ça peut être vraiment depuis la toute première demande, la consultation préalable à la réalisation d'une IVG, jusqu'aux suites de l'IVG, ce qui était notre volonté et ce qui est bien précisé dans les demandes qui peuvent être adressées. Et on voit que c'est réparti de manière assez homogène. On a des questions sur l'absence de contre-indication, la situation médicale particulière d'une patiente, est-ce que ça correspond bien au cas général de l'IVG, est-ce qu'il faut renforcer certains suivis, certains examens médicaux. En cours d'IVG, lors de la surveillance, des symptômes qui peuvent être présentés, comment les interpréter, comment les accompagner. Dans les suites de l'IVG, est-ce qu'il y a un doute sur une complication? Est-ce que là aussi, telle situation clinique présentée par la patiente est normale, est à considérer différemment? Des contraceptions post-IVG, des situations médicales qui surviennent en cours de parcours. On n'a pas encore fait d'enquête de satisfaction parce qu'on attend un petit peu plus de recul d'utilisation quand même du réseau, mais on le voit par les échanges qu'il peut y avoir dans les réponses faites par les requérants après avoir eu la réponse des experts, toujours une satisfaction de la réponse sur le fait que ça correspond à leurs attentes, la réponse lève vraiment leurs doutes, leurs questionnements et qui trouvent du coup cette manière de fonctionner très adaptée. Bon, on n'a pas systématiquement un retour, mais quand il a toujours été positif. Vu que c'est un réseau de soins libéral sur toute la région, Occitanie Ouest comme Est, au contraire peut-être d'autres réseaux ou d'autres offres de téléexpertise, nous, il n'y a pas eu besoin de consultation, d'adressage derrière en physique, puisque c'est vraiment une réponse sur un point, on va dire, technique. Et on a demandé lors du formulaire de demande de téléexpertise par les requérants de nous indiquer toujours dans la mesure du possible l'établissement avec lequel ils sont conventionnés. Et s'il y a un lien à faire, c'est assez rare, mais ça peut être le cas, on le fait plutôt du coup vers l'établissement avec lequel le professionnel est conventionné, notamment en cas de suspicion de complications, de besoin d'examens complémentaires ou de consultations plus spécialisées, puisque tout bêtement, ça peut être une patiente qui habite en Ariège, et le professionnel aussi, et que l'expert requis est médecin généraliste dans le Gard. Donc forcément, bien sûr que ce n'est pas lui qui va prendre en charge la patiente, mais en ayant les informations sur la localisation géographique de la patiente, de du requérant, du professionnel de santé qui pratique les IVG et de l'établissement de conventionnement, voilà, de pouvoir éventuellement accompagner s'il y a besoin d'une prise en soin un petit peu plus poussée derrière. Mais ça reste une portion vraiment très faible finalement. Les réponses par la téléexpertise, dans la majorité des cas, elles sont suffisantes. On a donc des experts qui sont en Occitanie Ouest et Est. Le réseau Révoc, historiquement, a été créé sur la région toulousaine et plutôt l'Occitanie Ouest. Maintenant, englobe l'intégralité de la région depuis la fusion des régions depuis quelques années. Les experts sont répartis à la fois en Occitanie Ouest et Est, et on le voit, les requérants, là, depuis ces derniers mois de pratique de la téléexpertise, sont aussi de l'Occitanie Ouest comme Est, sont majoritairement des sages-femmes libérales. Je reprends.
Donc, on a quand même une majorité de requérants qui sont en Haute-Garonne, mais on en a sur les départements du reste de la région. Et au niveau des professionnels, on a quand même une majorité de sages-femmes, largement, en requérant, et ensuite des médecins généralistes. Le délai de réponse médian est à 8 heures, donc de toute façon, les téléexpertises sont quasi intégralement répondues dans la journée, parfois le lendemain. Mais ça ne pose pas de problème en termes de délai par rapport aux souhaits des professionnels. Pour nous, une des grandes questions techniques, en dehors de celles qui ont pu être déjà présentées par le docteur Porte et qui sont communes, hein, sur le plan de l'organisation en interne, du déploiement, de la prise en main de l'outil, qui s'est fait très bien pour les experts, ça a été de faire la transition en communiquant auprès des professionnels habitués à utiliser les ressources du réseau ou cherchant les ressources sur Internet, pour ne plus justement avoir cette sollicitation par le mail générique de l'association qui était déjà utilisé. Donc ça, le GRAD et Omnidoc nous ont aidés à communiquer le plus largement possible auprès de nos adhérents et puis même des utilisateurs d'Omnidoc de manière générale. Et il y a tout un travail qui est fait, mais qui se fait finalement plutôt bien ces derniers mois, notamment par Lydia, notre coordinatrice et notre assistant, sur les demandes qui peuvent être encore envoyées par mail, de renvoyer une réponse automatique, mais en ayant un regard dessus, que quand c'est une demande plus à caractère médical, spécifique pour un parcours de prise en charge de patiente, il doit être fait par la plateforme Omnidoc, avec dans la réponse automatique du mail un détail des liens de la procédure d'inscription si les gens ne sont pas familiers de la plateforme Omnidoc, et une proposition d'accompagnement humain, que ce soit par notre coordinatrice ou par les personnes d'Omnidoc, pour arriver justement à se connecter et à réaliser la téléexpertise. On est en train justement d'essayer de collecter, on va dire, les mails qui ont été sollicités pour des demandes médicales, qui ont été répondus et réorientés vers Omnidoc pour voir s'il y a de la perte d'informations. Pour l'instant, on n'en a pas eu de problème de réponse par mail en disant que les gens n'arrivaient pas à faire de téléexpertise, n'arrivaient pas à se connecter sur Omnidoc. Voilà. Mais on essaye quand même d'être attentif à ça. C'était un petit peu, si ce n'est notre crainte, notre attention particulière, et pour l'instant, les choses se passent bien là-dessus. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de ce que je voulais partager avec vous. Encore une fois, je n'ai pas de support graphique, mais vraiment, c'est ce qui est envoyé aux adhérents ou aux personnes qui contactent par mail, et qui est aussi présent sur le site internet du Revoc, sachant que le lien, il est tout simple, hein, c'est omnidoc.fr/revoc, et que dans les mails qui peuvent être envoyés aux professionnels exerçant l'IVG en libéral, il y a encore une fois tout un tutoriel qui leur est envoyé à titre systématique, que ce soit lorsqu'ils font une demande, et puis qui avait été envoyé en amont lors du déploiement du réseau. Merci beaucoup pour cette présentation très claire, très intéressant. Je sais pas, je vois pas spécialement de questions dans le chat. Je sais pas si vous en avez, si vous voulez en écrire. Peut-être moi j'en aurais une. Dans la convention type qui lie les professionnels de ville à leur établissement de référence pour la pratique des IVG Med, il est prévu que ce soit l'établissement de conventionnement qui réponde à toute demande d'information de la part du conventionné. Ça, c'est ce qui est dit dans la convention type. On l'a vu avec la présentation de Marie Porte, le CHU de Nîmes s'est équipé depuis assez peu. Donc, peu d'établissements sont finalement équipés pour la téléexpertise et donc la valorisation de ce temps-là. Est-ce que vous avez eu des retours au niveau de Revoc d'établissements qui sont finalement assez soulagés que vous puissiez apporter des réponses auxquelles eux n'auraient pas le temps de répondre? Non, aujourd'hui, c'est pas une information sur laquelle on s'est penché, ni sur laquelle on a eu un retour spontané. Mais c'est vrai que je pense que ça fait partie des critères sur lesquels il va être intéressant de se pencher là dans le suivi du déploiement de l'activité du réseau. De toute façon, par le partenariat qu'il y a avec le GRAD et l'ARS, on a des rencontres régulières, trimestrielles, surtout pour voir l'activité, l'effectivité et puis le côté pratique. Mais aussi, voilà, nous, au début, on a été surtout attentifs, donc, comme je disais, à ne pas perdre, on va dire, d'utilisateurs des ressources du réseau dans cette transition d'outils. Nous,
pour nous intéresser, ben voilà, finalement, qu'est-ce qui posait question aux requérants, à quel sujet, à quel moment du parcours de soins. Mais c'est vrai que ce relationnel et cette complémentarité, cette interaction avec les établissements de conventionnement, c'est vrai que ça va être, je pense, très intéressant de voir un peu. En tout cas, dans les téléexpertises qui ont été faites, il n'y a pas eu de point particulier, on va dire, vraiment précis sur cet aspect-là qui a été soulevé au fil de l'eau par les téléexpertises sur lesquelles on a été sollicité pour l'instant. Mais voilà. Nous, dès le début, c'était. Et encore une fois, on le voit, on l'avait mis en consigne, alors pas bloquante, parce qu'on peut faire des formulaires qui obligent, on va dire, à remplir. Ça nous paraissait trop complexe et trop lourd et trop barrer l'accès à la téléexpertise. Donc ça reste du texte libre, mais on incite très fortement donc, les gens à nous donner leur établissement de conventionnement lors de la demande. Et on le voit, c'est pas fait systématiquement, puisqu'on l'a laissé justement facultatif, on va dire, au niveau du formulaire informatique. Donc peut-être que si on voit que la téléexpertise, les gens s'en saisissent bien, que ça fonctionne bien, on pourra éventuellement le rendre obligatoire au titre informatique dans la demande de téléexpertise pour vraiment collecter ces données-là et voir à faire le lien avec les établissements, sachant que, tu le sais bien, il y a un travail aussi qui est fait justement sur ces relations conventionnées, établissements de conventionnement ces dernières années, qui avance beaucoup avec un accompagnement du RPO et de Révoc via la commission orthogénie sur des réunions d'échange entre les établissements de conventionnement et leurs conventionnés pour arriver à, voilà, à améliorer, en tout cas à approfondir les choses, à refaire un peu un état des lieux. Donc je pense qu'on va se greffer là-dessus pour l'avoir un petit peu en sujet annexe à travers ces moments d'échange-là qui continuent. C'est sûr que ce service vient combler un vide sur certains territoires dans la demande d'expertise, c'est sûr. En tout cas, c'est vrai qu'on n'a jamais eu cette problématique qui est apparue, notamment dans la demande de téléexpertise par les requérants, de dire « je n'ai pas de réponse de mon établissement, donc je me retourne vers vous ». Parfait. Merci beaucoup. Toujours pas de questions dans le chat. Pauline, je vous rends la parole. Oui, vous m'entendez bien? Oui. Oui. Ça Justement, donc le docteur Judy Brosset, il parlait de l'accompagnement du grade par rapport à tout type de projet en télésanté dont il a pu bénéficier. Donc, on vous accompagne si vous avez des projets en télésanté, que ce soit pour choisir l'outil qui sera le plus adapté. Là, en l'occurrence, c'était OmniDoc, mais ça peut être tout à fait d'autres outils. Donc, si vous avez des projets, n'hésitez surtout pas à vous adresser à nous pour qu'on puisse vous accompagner sur ce point-là. Et notamment, on a mis en place donc ATO, qui est un annuaire des recours de téléexpertise en Occitanie, qui va vous permettre de retrouver en fait tous les requis qui sont disponibles sur le territoire et qui se sont déclarés auprès de nous. Notamment, il y aura le réseau Révoc, il y aura tous les différents réseaux qu'on peut retrouver sur les plateformes dont OmniDoc, et qui va vous permettre de rechercher par type de spécialité. Et ensuite, vous avez une carte interactive pour retrouver qui sont les correspondants à proximité. Voilà, et puis je voulais vous rappeler, avant de clôturer cette communauté, que la communauté de télésanté, c'est 4 rencontres par an, à chaque fois en vidéo, avec un replay qui est disponible sur notre chaîne YouTube et aussi via le LinkedIn du grade, si jamais vous ne pouvez pas être disponible ce jour-là. Plusieurs témoignages à chaque fois par rencontre. On essaie un petit peu de varier les thèmes. Et maintenant, on les co-construit avec des réseaux comme RPO pour donner un petit peu plus de sens à nos rencontres. Voilà. S'il y a des questions, n'hésitez pas. Sinon, on va clôturer la communauté. Super.
Peut-être juste un petit mot de conclusion des 3 interventions qui se sont succédées pour vous laisser le temps d'inscrire 1 ou 2 questions si vous le souhaitez. À titre personnel, je retiens des 3 interventions sur la télésanté, une sécurisation des pratiques. Pour les professionnels requis, ça leur permet une traçabilité de l'information, une valorisation de l'activité, ce qui n'existait pas spécialement avant. Pour les professionnels requérants, en restant l'interlocuteur de proximité pour coordonner les parcours de soins dans des délais qui sont assez restreints. On le voit sur les délais de réponse, 8 heures pour Révoc, moins d'1 jour pour le CHU Nîmes. Des délais restreints et des délais compatibles avec la situation. On sait que la prise en soin des IVG, ça nécessite quand même des réponses assez rapides. La grossesse, c'est finalement un temps assez court qui est pas forcément compatible avec des spécialités en tension. Je pense notamment à la cardiologie, je pense à la dermato, je pense à certains aspects de la pédiatrie également. Donc ça permet de faciliter, de sécuriser le recours assez rapide à une expertise. Et puis, pour les patientes, en facilitant un accès rapide et garanti à un avis médical, qui soit spécialisé ou non. Et ça semble particulièrement intéressant dans ces situations-là. Donc, le GRAD est là pour vous accompagner dans ces conversions vers le numérique en santé. Merci beaucoup, Pauline. Merci. Merci à tous les intervenants. Merci à vous. Au revoir. Bonne fin de journée, au revoir.